Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors là, on va faire encore une fois une analyse des sports. On en avait fait différents. On avait fait course à pied. On a fait quoi d'autre déjà? Street lifting. Street lifting. Et là, on va passer sur le vélo ou le cyclisme. Euh, du coup, pour revenir un peu sur des sports que je connais mieux que le Ouais. street lifting, on alterne un peu, on se challenge un peu. Et du coup, là, ce sera sur le vélo. Alors le vélo, c'est une activité qui est intéressante parce que, en fait, déjà, on est contraint par la position sur le vélo. Ça, je pense, c'est la première chose, c'est qu'on va être dans un pattern qui sera répétitif et qui sera constamment le même. Globalement, oui, dans le cycle de pédalage, on peut avoir des variations en fonction des pentes, etc. Mais globalement, on va être contraint par le vélo. On va avoir différents points, donc ça va être les fesses sur la selle, les pieds avec les pédales et les mains sur le guidon. Ça va être nos trois points de contact. Et du coup, tout va être contraint par la position sur le vélo. Et déjà, ouais, je pense que c'est un bon point de départ, c'est-à-dire que le vélo va contraindre la position. Ensuite, en termes de mouvement, bah, c'est assez simple. Je pense que tout le monde, de toute façon, sait visualiser pardon, le mouvement de pédalage. Donc, ça va être de la flexion de hanche. Ça va être généralement une cheville qui est quand même assez neutre, qui va pas énormément bouger. Même si sur des puissances plus importantes, on peut avoir un petit peu de flexion plantaire. Mais ça va être un pattern qui sera relativement constant et répétitif avec de la flexion de hanche, de l'extension du genou, etc. Et donc voilà, déjà, ça nous permet d'avoir une analyse plus ou moins simple de la bioméca. Je pense que de toute façon, tout le monde sait se représenter plus ou moins le, Hmm. le vélo. Euh, Après, je sais pas si c'est utile de mettre tu veux dire les images, tu sais, des images des fois qui montrent un peu le cycle de pédalage avec les muscles les activations impliqués, musculaires. les activations en fonction des positions sur le cycle. Ouais. Ça, c'est cool en Ouais, vrai. ouais. En gros, ce qui est important de voir, c'est que, bah, en fait, on va avoir donc le centre du pédalier, on va avoir la pédale, donc on va avoir la longueur de la manivelle, on appelle ça une manivelle, et ensuite on peut voir ça comme un peu un cadran de montre, c'est-à-dire qu'on a le 0, on a le 90 degrés, le 180, et en fait ça va faire un tour complet, et donc tout au début, donc sur le point mort de la pédale, on va être au 0 degré. Ensuite, on va pousser jusqu'au 90 degrés. Et là, forcément, ça va être majoritairement quadriceps, Hmm. etc. Parce que ça va être un mouvement de poussée. Ensuite, on va descendre. Généralement, l'endroit où on applique le plus de force, ça va être autour de 90 degrés de la pédale. Donc, en gros, la pédale va être parallèle par rapport au sol, perpendiculaire par rapport au pédalier. C'est là où on va avoir vraiment une production maximale de force sur la pédale. Et ça, déjà, ça va être intéressant parce qu'en préparation physique, si on a plus ou moins l'angulation du genou à cet endroit-là, bah, ça peut nous indiquer déjà quelle est l'angulation spécifique, on va dire, où on devrait être capable de développer un maximum de force. Et ensuite, on va continuer le cycle de pédalage, on va arriver au 180 degrés, et là, on va avoir un petit peu de chaîne postérieure, donc d'ischio-jambier, qui vont permettre de ramener ou de tirer la pédale. Alors, est-ce que le tirage de la pédale est significatif dans la production de puissance? Pas énormément, c'est quand même beaucoup de la puissance sur les quadriceps, mais ça va quand même participer un petit peu. Et puis on va aussi avoir le solaire qui va aussi tirer la pédale, etc. Donc ouais, déjà ça nous donne une bonne indication sur la bioméca globale. Peut-être une chose aussi à retenir, c'est que lorsqu'on est sur du plat et qu'on fait du vélo, et lorsqu'on est en côte et on fait du vélo, on va avoir un peu des différences dans ce cycle de pédalage, ou en tout cas au moment où on va avoir les plus grosses forces. Tout à l'heure, je disais que à 90 degrés, du coup, donc lorsque, lorsque la pédale est parallèle par rapport au sol, on va avoir notre production maximale de force sur le cycle de pédalage. Et quand on est en pente, donc imaginons qu'on fait un col en montagne ou n'importe quoi, on prend une bosse, cet endroit-là, il va être un petit peu plus haut dans le cycle de pédalage, donc il va pas être à 90 degrés, mais il va être un peu plus haut. Donc on va avoir plus de flexion en fait de hanche au moment où on va appliquer plus de force. Comment ça se traduit en termes de flexion de genou et de hanche, cette position où la pédale est parallèle par rapport au sol? Ça va dépendre évidemment de, je sais pas, Ouais, ça va dépendre de la position en fonction de la selle par exemple, etc. Mais généralement on est quand même sur quelque chose de semi-fléchi, on va être à, je sais pas, c'est quoi, ça va être 40, peut-être 50 degrés je pense de flexion de genou. Ça va être quelque chose comme ça.
Et d'ailleurs, il y a aussi les bike fitting, ceux qui s'occupent de la cinématique et d'essayer de bien organiser la position sur le vélo. Et généralement, ouais, c'est à peu près ça. Alors après, ça dépend, c'est 120 degrés, il me semble, que quand tu vois l'angle de l'autre côté. Mais en fait, ça correspond quasiment pile poil au moment de force du genou, plus ou moins. Il y en a qui disent c'est 90, mais c'est un peu plus haut. Donc en fait, ouais, vraiment, là où tu appuies le plus sur le cycle de pédalage, c'est le moment de force au niveau du genou. Voilà, là où tu es le plus fort de Ouais. base au niveau, sur les quadriceps en Ouais, termes d'angulation de flexion de genou. ouais. Mais déjà d'emblée, tu sais Les deux que si par correspondent. exemple tu utilises de l'isométrie, Hmm. bah s'il y a une angulation à marteler, c'est celle-là, quoi. Tout simplement. Ça où tu es déjà fort. De toute façon, c'est là où tu produis le plus de force. Au niveau des facteurs de performance, Ouais, alors facteur de performance, en fait, ça va plus ou moins être la même chose que ce qu'on avait fait sur la course à pied linéaire. Alors oui, c'est pas la même chose, mais ça va quand même jouer. Moi, d'un point de vue énergétique, j'avais dit on avait dit VO2 max, fraction d'utilisation. Moi, j'invite, s'il y en a qui sont perdus par rapport au terme, d'aller revoir le podcast sur la course à pied. Et ensuite, je parlais aussi de l'économie. Alors, faut savoir que en course à pied, le facteur économie, il a énormément d'importance, simplement parce qu'au sol, on a une notion de raideur, en fait. On a de la pliométrie, on a aussi beaucoup d'énergie qui est créée de manière non énergétique, en fait. Donc avec les tissus tendineux, etc. En vélo, c'est un peu différent, puisqu'on a un peu moins de plio. On en a quand même un peu, mais on a beaucoup moins de plio. C'est-à-dire qu'en fait, le facteur économie, il est quand même beaucoup, beaucoup moins important qu'en course à pied. Donc on va avoir VO2 max, on va avoir fraction d'utilisation. Une autre chose aussi, c'est qu'on va avoir la puissance maximale. Et ça, encore une fois, ça peut nous donner des indications sur l'entraînement de force et de puissance. Et la puissance maximale, donc c'est la puissance en gros que tu arrives à développer sur les pédales sur 5 secondes, on va dire. 5 à 10 secondes. Ça, c'est un facteur de performance qui est énorme. Et c'est pour les notions de puissance réserve dont on avait déjà parlé. C'est-à-dire, ça va être la différence entre ta capacité maximale de puissance et tes intensités sous-maximales, qui sont les intensités plutôt de course. Donc ça va être... Ouais, pour moi, ça va être la majorité, donc VO2 max, la fraction, donc les seuils, etc. Et la puissance maximale. Peut-être pour rappeler juste, dans le vélo, pour déterminer la puissance, on a deux paramètres qu'on prend en compte. On a donc tout à l'heure je parlais des manivelles pardon, et du cycle de pédalage. Donc on a le couple qu'on multiplie par la fréquence de pédalage. Donc le couple, ça va être un bras de levier, ça va être une force sur un bras de levier, mais là le bras de levier il est dicté dans le vélo puisque c'est la longueur de la manivelle. Donc on a toujours plus ou moins le même bras de levier. Et donc pour développer une certaine puissance, on va appuyer sur la pédale, une force, et ça on va le multiplier par la fréquence de pédalage, donc le nombre de fois qu'on applique cette force, et la résultante des deux, c'est la puissance développée sur la pédale. Donc déjà, en gros, si on veut développer plus de puissance, on peut le faire par l'intermédiaire de la fréquence. On tourne plus vite les jambes pour une même force appliquée sur la pédale. Ou alors l'inverse, on diminue la fréquence, mais on augmente la force sur la pédale. donc ça revient un peu à une application de la relation force-vitesse, mais au vélo. Ouais, c'est pour ça que dans les... Quand tu dis le test de puissance sur 5 à 10 secondes, la Pmax, il y a toujours une notion de fréquence et de couple. Voilà. Ouais. C'est pas juste un cycle, c'est plusieurs cycles, et c'est en fait la moyenne au final de la force appliquée, etc. Sur chaque cycle. Pour donner juste un ordre d'idée, mais des tests de puissance maximale sur le vélo, c'est généralement des sprints, on va dire de 5 à 10 secondes, et on va juste contraindre la résistance, donc on va contraindre la force qu'on doit appliquer, et on va dire à l'athlète d'appliquer le plus de puissance possible, et généralement il va augmenter la fréquence. Et puisqu'on a la résistance, du coup, puisqu'on l'a dicté de base sur le test, on va avoir la fréquence de pédalage associée, on peut calculer une puissance, et on va incrémenter la charge, incrémenter la résistance, et ça va nous donner une relation force-vitesse, et on va avoir du coup notre pic de Pmax pour notre fréquence de pédalage optimale, et notre force d'application optimale, ou notre couple optimal dans le cas du vélo. Ouais, donc forcément au début, donc tu fais plusieurs fois le test. Tu fais le test avec des résistances faibles. Exactement, du coup, ce qui et fera que tu auras plus de fréquence et moins de couple. Exactement. Et plus tu vas aller vers des résistances importantes, plus tu auras de couple et moins de fréquence.
Et du coup, après, ça trace la courbe. Ouais, et après, t'as ta puissance maximale. Et la puissance maximale, c'est une qualité qui est quand même assez discriminante parce que en vélo, souvent, il y a des sprints, etc. Il y a des relances et il faut avoir beaucoup de réserves. Et voilà. Donc, ça, c'était un peu pour l'introduction. Mais je pense que c'est important parce qu'en préparation physique, du coup, on va essayer euh, de jouer sur aussi le paramètre puissance maximale. Et on sait que le renforcement ou même le développement de la force maximale ou de la puissance, ça va aider ce qui se passe sur le vélo. Donc, Donc clairement, le développement des qualités de force va être important enfin, va être déterminant en cyclisme. mm, Bien que ce soit un sport où il y a évidemment beaucoup de cycles, où tu répètes tout le temps le même cycle sur des grandes durées, des grandes distances. Donc on pense d'emblée à des qualités d'endurance, ou en tout cas à une répétition d'une certaine production de force. Mais il faut, dans l'absolu, être capable de générer beaucoup de force. Après, j'imagine la capacité à la réitérer mm. aussi. Donc ça fait intervenir aussi des aspects peut-être énergétiques. On avait noté aussi pourquoi utiliser la pliométrie dans un sport qui n'en demande pas. Ouais. Ouais, ça je pense c'est quelque chose qui est important même pour la plupart des activités qui sont pas, on va dire, terriennes. Même si le vélo, bon, ça reste terrien, mais on est contraint par la position sur le vélo. Mais par exemple la natation ou le vélo, euh, généralement c'est un peu accepté qu'on n'a pas de plio sur le vélo. Donc on n'a pas de régime de contraction plio. Alors c'est pas vrai pour tous les papiers et sur des cadences de pédalage un petit peu plus élevées, il semblerait qu'on ait quand même un espèce de mécanisme d'étirement-raccourcissement pour justement participer un peu à la production de puissance, mais c'est pas majoritaire. Donc c'est clair que la pliométrie, elle est pas de manière directe, c'est pas une qualité qui est hyper spécifique, mais par contre, la pliométrie, il faut retenir que c'est avant tout un outil en préparation physique, et cet outil-là, il peut permettre de développer des qualités comme la force, comme la puissance. Et ces deux qualités-là, elles sont transférables dans l'activité. Donc des fois, on dit ouais, en vélo, il n'y a pas de plio, donc on n'a pas besoin de faire de plio. En fait, non, c'est pas la bonne chose. Enfin, là, c'est comme si je disais, en course à pied, on n'a pas besoin de courir avec une barre de 100 kg sur le dos. Du coup, j'ai pas besoin de faire de la force max. En fait, c'est faux. Non, mais tu vois, c'est la même C'est chose. un outil pour développer des qualités tissulaires et Qui sont physiologiques. spécifiques, en fait. Voilà, qui là sont spécifiques. Même si en soi, comme tu dis, oui, même la force max, les coureurs se demandent toujours si c'est, ou même du coup les cyclistes, si c'est vraiment important d'aller soulever des grosses charges Hmm. en salle et tout, sachant que tu es sur un vélo ou que tu cours à pied juste avec ton poids de corps. Mais pour le coup, ça te permet de développer des qualités neuromusculaires, physiologiques et tout Hmm. qui vont être importantes. Après, je pense, tu dis oui, la plio, il n'y en a pas. C'est pas de la plio comme dans la définition de Verkhochansky à moins de 200 0, millisecondes. moins de 200 ou 250 millisecondes de temps de contact au sol. Parce que de base, tu es en contact permanent avec la pédale. Donc, c'est pas comme de la plio qu'on verrait habituellement. Mais du coup, ça n'empêche qu'il y a un SSC, un Straight Shortening Cycle, là, un Ouais. cycle étirement raccourcissement qui est quand même, qui peut quand même être important. Et en parallèle, faire de la plio va permettre quand même de développer des qualités de raideur, des qualités de capacité à appliquer rapidement de la force. Et après, je pense que, bon, tu me diras, mais c'est vrai que suivant comment tu te situes, peut-être, je sais pas, en fonction du sol, de la pente, des plateaux, enfin bref, de comment tu as réglé aussi ton vélo, tout ça, tu peux pédaler à grande fréquence. Et si tu pédales, j'imagine, à grande fréquence, faut aussi être capable de produire beaucoup de force dans des temps Hmm. assez restreints. Donc ça peut être utile de ce point de vue-là. Hmm. Ouais, très, très clairement, ouais. Euh, Juste peut-être plus spécifiquement passer sur une partie sur le développement précis des qualités physiques. Ouais, j'avais noté que la littérature elle s'est énormément intéressée au cyclisme et à la force. Si on a bien un sport où vraiment, je pense, on s'est beaucoup attardé sur le développement de la force pour améliorer la performance, je pense que c'est dans le vélo et c'est vraiment dans le vélo où ça fonctionne super super bien, quoi. Et surtout le renforcement à charge assez lourde. Et en fait, pour le coup, ça paraît évident parce que en course à pied, c'est vrai que
On a des gains par exemple d'économie avec la plio, mais parce que par définition, en fait, la course à pied, c'est aussi très plio au sol. Et du coup, on cherche à améliorer cette raideur articulaire, etc. et à s'économiser en fait le plus. En vélo, on en a un peu moins, donc c'est moins utile. Par contre, le renforcement à charge lourde ou le renforcement, enfin le développement de la force, ça fonctionne super bien. Et bon, après, c'est plutôt assez simple à comprendre. En vélo, si tu pousses sur des pédales, donc ça reste quelque chose d'assez basique. Et généralement, quand tu fais du développement de la force, tu es sur des patterns de poussée. Et en fait, le transfert, il est direct. Après, oui, on n'est pas sur les mêmes fréquences, on n'est pas sur les mêmes vitesses, mais tu vas développer des qualités, le recrutement, potentiellement un peu d'hypertrophie qui peut être positif. Et du coup, ça sera directement transférable sur la pratique. Mais ça, alors tu vas m'apprendre, je vais te poser des questions, c'est une interview, hein, parce que moi je suis pas franchement spécialiste du cyclisme, mais même si j'ai déjà eu, ouais, plutôt en réhab pour le coup. Ouais. C'est différent, mais sur la prépa physique, tu gères mieux ça que moi. Je m'y intéresse moins, mais j'imagine qu'en fonction, je sais il y a des grimpeurs, il y a plusieurs, pas statuts, mais en fonction enfin, je sais pas, tu pourras me dire, Ouais. m'éclairer un petit peu plus là-dessus, mais j'imagine qu'en fonction dans compétition, tout ça, le rôle que tu as peut-être, va orienter peut-être plus la prépa physique ou la nécessité à faire de l'hypertrophie, plus de force Mm. que d'autres ou pas. Ouais, alors après, de Non? toute façon, l'hypertrophie, ça va rester ultra moindre, hein, peu importe si t'es Dans tous les cas, grimpeur ou si t'es un rouleur sur le plat ou si tu fais du contre-la-montre, etc. C'est vrai que si tu fais un contre-la-montre, donc en vélo, tu parce sais, que là, on parle pas de cyclisme sur piste, hein. Ouais, oui, oui. Ah oui, non. Là, ce serait un autre, ce Là, serait un autre truc, l'hypertrophie, ouais. elle est importante, Ouais, là. ouais, non, non, l'hypertrophie. Bah oui, oui, parce qu'elle va quand même aider même la production de force. Mais globalement, de toute façon, l'influence. Enfin, tu vas pas hypertrophier un cycliste de manière exponentielle, tu vois. Enfin, effectivement, si t'es grimpeur, l'idée, ça va être de rester quand même assez léger. Mais même. En fait, je pense que même si tu gagnes un peu d'hypertrophie, ce sera positif pour la performance. Et je pense que ça, c'est encore une idée qui est pas encore ultra répandue. Mais je pense que le bénéfice d'avoir un peu plus d'hypertrophie, des fois, ce serait potentiellement une aide Bon, pour être pour plein de grimpeur, choses. il faut faire 1m80, Non, non, 55 non. kilos Ouais. Non, mais et après, avoir bah, que des cuisses, après, rien ouais, d'autre. oui, oui, non, mais oui, bah, ils sont souvent, ils sont pas proportionnés du tout. Non, mais forcément, ça, vu que tu essaies de vaincre entre guillemets la gravité, en tout cas de la surpasser, donc tu vas. Forcément, si t'es plus léger, ça va aider. Après, il y a plein de mécanismes. Un vélo, ça roule, donc il y a la notion de roulement, etc. Donc, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais oui, quand t'es un grimpeur, c'est sûr que tu cherches un peu à être léger. Mais après, moi, ça va pas changer drastiquement. Moi, l'idée, c'est toujours d'augmenter la puissance max qu'ils sont capables de produire sur la pédale. Et après, la force max que tu peux développer à la salle va te permettre d'améliorer cette Pmax. Et aussi les vitesses sous-maximales et aussi plein de choses. Enfin, les puissances Ça, là, sous-maximales. d'un point de vue peut-être un peu plus, un petit peu plus pratique, parce que c'est des choses dont on discutait, je sais plus, en off à un moment, mais comme quoi, parce que là, on est vraiment sur des notions de puissance, hein, bon, Ouais, appliquées au vélo, mais en disant que par rapport au travail de puissance, c'est-à-dire que tu vas t'orienter sur la force max pour améliorer la puissance, plutôt que sur la vitesse ou sur un travail entre guillemets spécifique de puissance où tu travailles à Pmax pour ouais. améliorer Pmax. Non, tu vas plutôt aller travailler la force max et toi tu disais que tu avais plus, je suis assez d'accord avec ça, mais plus de gains en allant chercher les qualités de force pour augmenter la puissance Hmm. que en allant chercher les qualités de vitesse. Ouais, après là on parle de relation force-vitesse. Parce qu'en fait le truc c'est que dans le vélo, on exprime toujours une puissance en fait. Enfin, on exprime toujours une puissance. Après, la force associée, la fréquence de pédalage associée, elle est souvent très sous-maximale. On n'est jamais sur des. Enfin, très rarement sur des Pmax, à part si tu sprints. Mais on est très rarement sur des Pmax. Là où je disais que la force, on avait plus de levier de progression, c'était purement dans le côté préparation physique. Où généralement, quand même, comme premier levier de progression, si déjà tu charges assez lourd et que tu développes principalement des mécanismes de force, tu vas avoir un gain. Après, tu peux aller un peu plus loin, faire du travail de puissance
Alors après ça, je sais qu'il y en a qui font un peu de, tu sais, de VBT par exemple, hein. Donc du Velocity Based Training. En gros, tu bases ton entraînement de force sur la vitesse de déplacement de la barre. Moi, je pense que c'est pas utile. Enfin, c'est pas, c'est pas ultra utile. Généralement, déjà, moi, j'aime bien balayer pour le coup, en tout cas avec les cyclistes, balayer un peu les deux. C'est pas vraiment dans ce sport-là où j'essaierai de développer spécifiquement la Pmax. Je pensais que t'aimais bien ça, vu que toi, t'es Ouais, je suis féru de fan. data. Ouais. Non, j'aime bien, mais en fait, j'utilise la Pmax comme plutôt un test. Tu vois, par exemple, tu utilises, je sais pas, t'es un cycliste, tu prends un mind jump, avec 5, 10, 15 ou 20 kilos en squat jump, Hmm. et ça te donne une data, tu vois. Et ça te dit, bon, bah voilà, là, il a sauté à 25 cm, il a développé, je dis n'importe quoi, 1300 watts. Donc là, tu as une valeur. Et après, je fais mon développement de la force, je fais mon développement de la vitesse, etc. Et ensuite, je regarde si j'ai développé cette valeur-là. Mais c'est pas un outil que j'utilise de manière directe dans l'entraînement. Je suis pas là en train de me dire, il faut que je bouge la barre à 1 mètre seconde, tu vois. Enfin, Tu vas ah, pas dire, tiens, voilà la vitesse associée à l'expression de la Pmax, et je vais m'entraîner à cette vitesse-là. ouais, moi, je trouve que je trouve que c'est pas utile de faire ça. Ça a du sens, hein, et ça paraît totalement logique. Mais je fais pas ça. En tout cas, moi, personnellement, je fais pas ça avec mes athlètes. Mais j'utilise plutôt le test comme un moyen de monitorer la progression sur le long terme. À un moment donné, si ton athlète il arrive à sauter avec 20 kilos sur le dos plus haut, bah, il a plus de puissance. Donc j'ai pas besoin de. Tu vois. En fait, j'essaie de confronter ma méthodologie et l'entraînement que j'ai fait pendant, je sais pas, 2 mois avec le test final. Si ça a Hmm. progressé, tant mieux. C'est que j'ai fait un truc de bien, je sais pas quoi, mais j'ai fait un truc de bien. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est l'output, quoi. Enfin, c'est ce que tu Après, sens. ouais, je suis pas spécialiste du VBT spécialement, mais j'ai l'impression que c'est quand même, ça peut être un outil intéressant pour prendre de la data et éventuellement pour monitorer de la progression, mais aussi pour peut-être aiguiller un petit peu dans l'effort euh, par rapport tu sais, aux pertes de vitesse Ouais, sur ça la c'est barre et sûr. tout ça. Parce que si tu cherches à travailler pour le coup des qualités de RFD ou tu vois, Mm. où tu cherches à perdre peu de vitesse, au moins là tu as une data directe qui montre que tu sais combien de pourcentage de vitesse tu as perdu d'une rep à l'autre et tout, donc ça peut être bien d'avoir ça. Euh, ou si tu es sur un travail de force, de savoir la perte de vitesse, Ouais. est-ce que tu es plus ou moins proche d'un échec ou quoi, par rapport aux intentions que tu mets derrière dans la prépa physique. Maintenant, c'est pas Ouais, ça dépend. indispensable. Après, si t'as un athlète qui est assez autonome ou qui est prêt à utiliser l'outil, etc. Moi, je l'utilise pas de manière régulière, quasiment avec aucun de mes athlètes d'ailleurs, le VBT. Mais après, je trouve que c'est quand même bien bah, de tester ou au moins d'avoir une valeur de force ou de charge de soulever avec une vitesse associée pour être capable de se dire, ok, bon là, mon athlète il progresse, il va dans le bon sens, quoi. Parce que Ouais, là, ça c'est bien. Ça pour le coup, ouais. Si t'as des moi, données. je fais plutôt ça parce que sinon, tu sais, tu donnes l'outil à l'athlète et puis des fois, c'est même contraignant cognitivement. Donc, je préfère juste faire un test de temps en Aller temps. au plus simple, ouais. Et après, en vrai, je dis un test, mais des fois, le test, c'est l'entraînement. Tu vois, tu fais, je sais pas, une série et puis à la fin de ton entraînement, tu prends une barre, tu fais un test, tu te filmes et puis après, tu peux regarder un peu ça. Moi, c'est ce que je fais. Après, bon, il y a plein de façons de faire, hein. Du coup, d'un point de vue vraiment pratique sur la prépa physique Ouais. en cyclisme, toi tu vas axer ton travail. Donc là, tu parlais de monitoring, de testing un petit peu, de récupérer de la data. On a parlé un peu de plio, l'intérêt de faire de la plio et tout. Mais concrètement, tu vas travailler, tu vas mettre de. Là, tu as un cycliste, de toute façon, c'est ton quotidien, mais tu as un cycliste en prépa physique, Hmm. tu lui fais faire de la plio, tu lui fais faire du renfo sur les quads avec certaines méthodes et tout. Tu lui fais faire quoi? Du travail sur les mollets, tu fais faire Ouais, ouais. du travail. Enfin, après, bon, tu vas peut-être pas trop travailler le haut du corps, j'imagine. Hmm. Un peu, Ah, si, si. quand même. Ouais. Beaucoup. Bah, en fait, j'avais Vraiment changé au super début. concrètement, quoi. Ouais, non, non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu sprints, allez, je fais un petit aparté, mais Il y a un petit pool. non, mais il y a des papiers qui ont regardé la différence entre des sprints assis et des sprints debout. La différence de puissance, elle est de 20%. Debout, c'est plus Ouais, fort. Ouais, parce que tu tires le. ouais, et 20%, Ok. c'est énorme, hein.
Ça veut dire que tu verras jamais un mec à la fin d'une étape en Ah, course. c'est pas con ça. Donc en fait, vu que tu tires sur ton Ah oui. guidon, ça t'aide à pousser Oui, sur les oui, bah pédales. clairement. Et en Clairement. fait, du coup, la différence, elle est de 20%. Et tu verras jamais un mec sortir d'un peloton et sprinter les fesses sur la selle. C'est impossible. Il sera tout le temps en danseuse. Parce que c'est un gain de 20% et c'est phénoménal. Et du coup, En moyenne, hein, ouais, mais cette moyenne. capacité aussi de tirer un peu, forcément, elle est intéressante. Pas forcément qu'en cyclisme de Les route, cyclistes, ils font les tractions là. Hein. mais en VTT, par exemple, c'est ultra Donc attends, t'es debout, j'imagine discriminant. le pattern, donc tu leur fais faire du rowing quoi. Bah ouais, et en plus, t'as un effet un peu controlatéral. C'est bah, quand tu tires, forcément, si tu veux pas tomber, faut pas Tu pousser pousses et avec tirer les du jambes. même côté. Tu Donc, pousses avec les ouais, jambes. donc t'as Tu quand tires même. avec les bras, tu pousses avec les jambes. Ouais, c'est ça. Puis c'est controlatéral à chaque fois. Et du coup, ouais, non, le tirage du haut du corps, il est quand même pas à négliger. Tu veux dire, oui, quand en gros tu pousses avec jambe gauche sur ton cycle de pédalage et tu tires avec bras droit. Ouais, Et inversement, ouais, quand tu exactement. Ouais, évolues ouais, dans c'est ça. dans Ouais, bon, ce qui est un ça, truc qui, c'est qui est assez instinctif, mais parfaitement logique, ouais. Mais non, non, c'est ultra utile. Puis, enfin, moi, là, j'ai la chance de travailler avec un athlète qui fait du VTT sur des formats qui sont assez courts. Et après, au départ, c'est des départs en sprint. Et les départs, il n'y a personne qui le fait assis sur la selle en mode je me balade. Hein. Ils sont tous en danseuse, du coup, bah, debout. parce qu'instinctivement ils savent qu'ils produisent plus Ouais, de force comme ouais, c'est ça. ça. Et du coup, ils partent en sprint et voilà, ils lâchent quasiment leur Pmax en fait dès le début. Donc, Même en cyclisme sur piste, je crois, quand ils ah démarrent bah au eux, c'est encore début, pire. Eux, c'est. eux ils sont vraiment. Ah ouais, et puis eux, ils font de l'extension de Ah, hanche. ah Ouais. ouais, mortel. Et, Mais du coup, bah, c'est vraiment la capacité de tirage, elle est quand même assez bah, importante. Ouais. tirage bûcheron alors. Ouais. Bah, moi j'en fais un rowing, tirage bûcheron. Ouais, j'y pense direct. Pourtant, je Ouais. suis pas trop du truc, mais c'est vrai que tu penses à un tirage unilatéral un peu, mais qui est controlatéral avec la jambe opposée et tout, et t'alternes dans le cycle, mais du coup, tu fais un Mm. espèce de mouvement de rowing en unilatéral. Donc, c'est vrai que ouais, l'exo Ouais, de bah ça, puis le grip aussi, c'est tirage bûcheron. important. Enfin, il y a plein de choses qui sont importantes et à première vue, on n'aurait pas l'impression. Tu vois, on se dit, Mais est-ce que tu vas. Alors là, oui, ça, c'est vraiment les choses qui sont agonistes en fait, quand tu analyses un peu la oui, bioméca oui, du c'est sûr. sport. Voilà, le tirage avec les bras qui aide à pousser sur les jambes. Donc, après, en gros, on va dire du travail de dominant de genou sur le bas du corps, j'imagine, essentiellement, et du travail de tirage. Mais est-ce que tu fais. Ou est-ce que tu te fais pas chier à faire de la poussée et du hinge sur le bas, tu vois, genre à aller faire, je sais pas, des deadlifts, des machins, Ah bah si, bien sûr, ouais. des RDL, tout Bah, c'est ça. d'ailleurs le focus principal, quoi. Mais bah, généralement, c'est assez simple, mais c'est un pattern de poussée qui se transfère super bien pour le coup. Mais extrêmement simple, hein. Ça peut être. Souvent, c'est un squat. Euh, Alors après, ça va dépendre où est-ce qu'on se situe pendant la saison, etc. À chaque fois, c'est toujours les mêmes questions. De Toujours savoir la question de la Ouais, planif, hein, ouais, évidemment. c'est toujours la même chose, mais ça va être hyper simple. Ça va être une chaîne antérieure, donc ça va être un pattern de poussée. Et après, ça va être un hinge pour tout ce qui va être ischio, etc. Parce que sur du sprint aussi, quand on a la cinématique, en fait, on a pas mal d'extensions de hanches aussi. Bah, tu le vois sur les pistes là. Ils tirent comme ça, là, Ouais, et et en fait, puis, ils emmènent la hanche en avant. Et ouais, les productions de puissance articulaire au niveau de la hanche, c'est hyper important. Donc il y a quand même une notion d'extension de hanche. donc Et fessier après, ischio, important. ouais, donc rester hyper simple. Un mouvement, je pense, de pousser. Bien surchargé, évidemment. Pareil en extension de hanche. Peut être un hip thrust, etc. Et après, au niveau du pied et au niveau du mollet, c'est hyper important. Et ça, encore une fois, tout à l'heure, je parlais des études qu'on comparait sprint fesses sur la selle et sprint en danseuse. On a 20% de différence Mhm. entre les deux. Et on a une énorme partie de la production de force qui vient aussi de la cheville. Si tu fais de la bioméca, de la dynamique inversée, où tu regardes un peu les répartitions dans la production de puissance, Mhm. en fait, tu as énormément, je crois que c'est pas loin de 50%, qui vient de la cheville. Et après, tu as une autre partie qui vient du genou, forcément. Mais énormément de parties qui viennent de la cheville. Et du coup, la capacité de force en flexion plantaire, elle est aussi discriminante. Et du coup, moi, je rajouterais clairement de la force au niveau de la cheville et de la flexion plantaire. Donc, ça serait mon troisième mouvement, je pense. Avec le genou fléchi, Ouais, donc essentiellement focus solaire, quoi.
Ouais, et ouais, Pas très trop les clairement. gastrocs parce que Non, non, ils non. sont. Non, parce qu'en fait, tu vas être. Du coup, la Pmax, tu vas être sur des flexions de genoux qui seront. Enfin, on va dire 120 degrés, globalement. Et puis, tu vas avoir une. Pourtant, les cyclistes ont des putains de gastrocs, hein. De mollets aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais le solaire est encore pire, je pense. Enfin, Ouais, 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 tu vois. ouais, tu le vois. Tu le vois. Tu le vois, ça, bah, c'est sûr. Bah, Tu le tu le vois. vois. Mais les Alors, gastrocs aussi, hein. ouais, ouais, non, mais oui, oui, forcément. Après, Mais, les mais, gastrocs, mais même si tu après. fléchis le genou, sont pas complètement éteints. Mais oui, carrément. Mais quand même, ils contribuent moins, hein. Quand le genou est fléchi, Ouais, ouais. ils Après, sont sur des en... très hautes charges, quand même, tu dois. Tu vois. Ouais. Donc, non, non, en vrai, le solaire, ultra, ultra Puis, ouais. important. Je sais plus ce que je voulais dire. Tu disais le pied, la cheville. Ouais, pied, cheville. Ouais, non, je disais du coup, quand on fait un sprint, souvent, normalement, on a une cheville assez neutre quand on fait du vélo. On fait un cycle de pédalage et la cheville, elle bouge pas trop. Quand tu fais du sprint, t'as quand même une petite flexion plantaire. Ça veut dire qu'en plus de pousser avec le genou, en gros, bah, tu vas aussi ajouter une petite flexion plantaire en plus bah, pour aller chercher les pourcentages de Pmax le plus possible, quoi. Donc tu vas appuyer un peu sur cette pédale. Et donc c'est important de développer ça, quoi. De Tout renforcer simplement, quoi. chaque maillon. Ouais. Ouais, Chaque maillon, après, d'un point de vue concret, par rapport aux angulations qu'il y a sur le vélo et tout, j'imagine que tu vas pas aller faire forcément. pas tout le Bah, temps du sauf dip, hein. alors, encore une fois, là, je réfléchis par rapport à la spécificité de l'activité, mais du coup, ça fait le lien avec les notions de planif et tout. Peut-être quand t'es hors saison ou quoi, j'en sais rien, ça peut avoir du sens, c'est toi qui vas me le dire. Mais j'imagine que tu vas peut-être plutôt passer ton temps sur, tu dis des variantes de squat, mais du coup, tu vas pas forcément aller tout en bas. Mm. Des box squats ou des variantes où tu vas aller en angulation spécifique, mais tu vas pas forcément aller tout en bas parce que bah, tu le retrouveras pas sur le vélo de toute façon, j'imagine. Tu travailles, alors tu avais noté aussi overcoming ISO sur Ouais. des angulations spécifiques, donc là de faire de l'isométrie vraiment à l'angle du genou et de la cheville, j'imagine. Donc tu fais quoi en fait? Tu te mets dans un rack, si t'as Ouais, le matos, une Smith Machine ou juste la barre sous des pins ouais, c'est ça. et tu Alors, forces. ouais, globalement, bah déjà, moi j'essaie quand même de garder toujours un fil où même toute l'année, j'ai toujours quand même un peu de la flexion de genou jusqu'au bout, tu vois, pour pas tout perdre. Mais ce sera vraiment un exercice ultra moindre sur le volume total. Et ouais, si tu veux vraiment maximiser l'angulation spécifique, parce que tu sais dans le coup de pédale où est-ce que tu as ta production maximale de puissance, donc tu sais en fait quelle est l'angulation du genou où tu as ta production maximale de puissance. Et après, sortir de ce secteur-là, bah, si tu veux vraiment développer la force, c'est peut-être pas optimal. Donc, ouais, il y a plein de variantes. Tu peux. Ouais, moi j'utilise pas mal de box squat ou alors même avec des pins. Donc, l'athlète il se met dans le rack avec les pins sur le côté. Genre, il va descendre, il va poser la barre sur les pins. Et du coup, il va remonter en concentrique un petit peu plus pur. Où bah, du coup, tu vas avoir vraiment un effort max concentrique. Des Euh, reps concentriques seuls, tu veux Ouais, dire? Ok. ouais, c'est ça, rep concentrique seul, ou alors même tu utilises des pins, et comme ça contraint l'amplitude, et puis tu descends, tu touches, et puis après tu remontes. Au moins, tu es sûr que tu es sur une angulation qui est assez spécifique. Ça, Les après, pin squats aussi. ouais, Ouais. ouais, voilà, bah, je crois que c'est ça, ça Ouais, s'appelle comme des ça, pin pin squats, squat. tu pars d'en bas et Ouais, bam, et tu te laisses donc ça, c'est retomber. bien. Tu te replaces à chaque fois, quoi. Ouais. Ouais, après, ouais, je fais aussi de l'overcoming ISO. Bah, simplement parce que tu peux vraiment spécifiquement regarder. Si tu te mets un peu en unilatéral, moi j'aime bien le mettre un peu en split squat, un peu. Enfin, tu vois, en quelque chose d'asymétrique. Ouais. Et comme ça, au moins, tu sais que tu contrôles bien l'angulation. Donc, souvent, l'angulation, elle est plus ou moins spécifique. Des fois, le pied, il est relevé ou pas. Enfin, le talon est relevé ou pas, mais ça reste très rare. Souvent, c'est vraiment dominant de quadriceps. Et vraiment, le but, bah, c'est de produire un maximum de force rapidement, ce qui est plutôt spécifique par rapport à la demande du vélo pour le coup. Et voilà, changer un peu les secteurs aussi de articulaires, plus ou moins Ouais, 10-15 degrés. vu que finalement, cette angulation à laquelle tu produis beaucoup de force, tu y restes pas beaucoup de temps. Ah bah non, non, non. Ouais, Donc, faut la produire rapidement, quoi. ouais, c'est ça. Donc je trouve que c'est vraiment bien pour... Donc, j'imagine, vraiment, point de vue très concret, tu dis l'overcoming ISO de cette manière-là, voilà, peut-être sous forme de cluster avec Ouais, voilà, des ouais, reps des 2 assez plus courtes. 2, ouais, je fais ça. Moi, je fais 3 séries de 2 plus 2 plus 2 secondes à chaque fois. Et vraiment où tu mets un Focus maximum... sur Ouais, le RFD, quoi. ouais, c'est Sur ça, un la pompe. maximum d'intention.
Et puis voilà quoi. Donc déjà, ça, c'est une bonne manière de travailler, quand même de manière assez spécifique, la montée de force. Et pour le cycle de pédalage, c'est bien. Moi, ça, je le mettrais peut-être en début de séance et après, je passerai sur quelque chose de concentrique Avant ou classique, après quoi. la plio? Alors, la plio, c'est un peu cas spécifique, ça dépend un peu des demandes de l'athlète. Parce que ça va dépendre aussi du testing. Mais je la mettrais après la plio. Je ferai un échauffement, plio. Bonne réponse. Ouais. Je mettrai plio et après je ferai overcoming ISO qui pour moi c'est une modalité de développement de la force, hein, donc et Ouais. puis voilà. Après je fais aussi de l'overcoming ISO mais spécifique pour solaire un peu. Ouais. Donc là c'est Est-ce que tu les vraiment renforces en excentrique concentrique aussi? ouais. Ouais, quand même, toujours. Mais je trouve que c'est bien parce qu'au final, oui, on a une flexion plantaire sur les sprints, on a une flexion plantaire un tout petit peu, mais elle est quand même pas énorme. Donc si tu travailles avec de l'ISO, quand même, tu as un très très bon transfert. Et puis tu as des productions de force qui sont maximales quand même. Donc voilà, puis après potentiellement un exercice haut du corps de tirage. Mais voilà, c'est tout, quoi. Simple. Ultra L'essentiel. simple. Bah, Ultra on simple. part, encore une fois, hein, on rappelle un petit peu le plan, mais c'est toujours la même chose. Si on part de l'analyse de l'activité biomécanique, donc avec la cinétique, la cinématique, tout ça, on est réfléchi un petit peu aux tissus qui sont impliqués, et, les angulations, toutes ces choses-là. Et derrière, en partant de ça, on essaie d'en déduire un petit peu les tissus, dans quel angle, les régimes de contraction et tout, et de quelle manière on va chercher à aller les développer leur capacité, parce que bon, c'est bien beau de se dire, on pourrait faire une analyse super simple en se disant, les cuisses, c'est important en vélo, et go faire des squats. Les cuisses. Mais là, les cuisses. Mais du coup, là, c'est plus spécifique de se dire, ah oui, ok, les cuisses sont importantes, enfin, je dis les cuisses, les quadriceps, tu m'auras compris. Les quadriceps sont importants, mais à telle angulation, de telle manière, on est sur un cycle de pédalage, donc on n'est pas comme purement bilatéral sur un squat. Ça n'empêche pas de faire du squat, mais Hmm. donc ça peut être bien de mettre des variantes, voilà, à des angulations spécifiques, d'où l'intérêt aussi d'aller chercher le développement de la force très spécifique à cet angle via de l'isométrie, comme tu fais en overcoming. Tu fais du yielding, Non. oh, c'est pas spécifique. Ouais, non, en Parce fait, que là, je tu pousses sur préfère. une pédale, donc Ouais, je t'es. préfère à la limite, parce que bon, le yielding, pour rappel, mais c'est le fait de s'affaisser à partir d'une charge, quoi. Enfin, ISO, on va Non, dire. c'est une ISO que tu maintiens, quoi. Où tu cèdes, ouais, Ouais. tu cèdes vis-à-vis de la charge. Et en fait, pour moi, j'ai déjà la notion de yielding quand je fais du mouvement excentrique, concentrique classique, tu vois. J'ai déjà le fait d'avoir une charge. Et je Hmm. préfère largement mettre mes ressources, surtout que c'est potentiellement. Mais ça, on mo- l'a pas dit, mais en fait, le vélo, au mais, final, t'es en concentrique pur tout le temps. mais oui, clairement, ouais. T'as pas de qualité Ouais. excentrique. Alors, est-ce que maintenant, ça a de l'intérêt d'aller chercher quand même du travail excentrique, même si c'est pas spécifique à l'activité? Je Enfin, je te dis pense, pas du ouais. travail excentrique supramax, Non, hein, non, mais tu ouais. m'auras compris. Ouais, ouais, ouais. Mais t'en Ouais, fais. si potentiellement, alors qu'est-ce qu'on entend par excentrique Non, mais quand je dis Du ça, ce que je veux tempo. dire, c'est que parce que là, tu vois, on parle beaucoup d'isométrie, overcoming, à des angulations Ouais, spécifiques, que ce soit sur le quadriceps, le solaire. Tu m'as parlé aussi de pin squat. En fait, beaucoup de variantes qui sont orientées au final spécificité du ouais. vélo. Mais voilà, j'imagine que ça t'arrive aussi de faire des reps entre guillemets normales. Avec Euh, du tempo, par exemple. Voilà, excentrique, Ah ouais, ouais, concentrique, quoi, tu vois. clairement, ouais. Bah, après, moi, ça, c'est souvent des méthodologies que j'utilise, enfin, très loin des échéances, peut-être. Où j'ai aussi envie d'avoir un peu plus de mécanismes, peut-être d'hypertrophie. Parce que moi, je pense que c'est c'est potentiellement bien, des fois, pour les cyclistes. Et ouais, là, clairement, je peux jouer sur les tempos, etc. Il y a beaucoup moins de vitesse dans les entraînements. Donc, après, c'est comment tu gères ça en fonction de la planification, etc. Parce qu'après, bah, quand tu as des athlètes qui font du vélo et qui font des compétitions très souvent, tu plus le temps de rien faire. Donc, Ouais, ouais, tu ça. vas, tu vas au plus direct. Et souvent, c'est de la force. Et puis, voilà. Ça, Donc, ouais, c'est vrai que je pense que c'est important de le préciser, mais comme toi, tu travailles beaucoup avec des athlètes de haut niveau, à très haut niveau,
Au final, il y a énormément d'échéances dans leur calendrier. Toutes les semaines. Moi, je me souviens, bon, c'est notre exemple qu'on avait en commun par le hasard des choses, mais on avait Martin qui nous écoutera sûrement sur ce podcast peut-être. Mais c'est vrai que Martin qui avait la réhab et en même temps la prépa physique et l'entraînement et les compètes et tout ça. Euh, ou d'une manière générale, en fait, ça c'est la réalité des athlètes. Bah, tu dois aller vraiment à l'essentiel, quoi. Tu peux pas faire un milliard de trucs. Tu microdoses, ouais. Tu microdoses. Donc, au final, c'est vrai que du coup, les séances que tu fais, ça ressemble un peu à ça, quoi. J'imagine, tu disais, ça ressemble à un échauffement en termes de prépa physique, hein, je parle. Échauffement avec derrière, éventuellement, tu disais, suivant les besoins, la demande de l'athlète, de la plio ou pas. Ouais. Après, un travail peut-être de force, isométrie, overcoming, tout ça, tout ce qui va être effort max très court et qui demande une montée en force rapide. Et après, éventuellement, du renfort, tu disais mollet, mollet, quadriceps et un tirage sur le haut du corps. Mm. Donc en fait, c'est des séances un peu, j'allais dire full body, mais tu mets tout en 3-4 exos, quoi. Ouais. C'est Ouais, ça? ouais, c'est ça, Mm. ouais. Après, moi, je suis vraiment Assez simple. partisan du volume assez bas. En tout cas, proche On est des d'accord. échéances. Ah, mais je pense que les gens se rendent pas compte à quel point moi, mon volume, il est bas. Enfin, pour les athlètes, en tout cas. Je suis pas persuadé, enfin, même par rapport à la littérature, mais tu sais que les gains de force, au final, tu peux les garder avec très très peu de volume. Et du coup, je pense que si le travail il a été fait en hors saison, tu vas perdre en saison. Tu vas perdre, c'est sûr. Parce que par définition, tu fais plus de ton activité et donc tu vas enlever des billes sur le côté préparation physique. Mais tu vas perdre beaucoup moins que ce que tu penses si tu stimules ne serait-ce que à 25% du volume que tu faisais, quoi. Bah oui. Ouais. Ouais, ouais, moi j'essaie vraiment de me dire, ok, qu'est-ce qui est le plus important pour mon athlète en ce moment dans ces échéances? Qu'est-ce que je dois micro-stimuler? Et après, bah, tu mets le paquet là-dessus, quoi. Et il y a des modalités, je pense que par exemple, l'overcoming, il est peut-être moins drainant physiquement. Et je pense que le recrutement est même mieux. Parce qu'à mon Parce avis, qu'au final, tu peux quand même faire des séances de prépa physique en cyclisme qui sont assez minimalistes. ah, mais Il n'y a ouais, pas 50 trucs. Et vu que tu vas essayer quand même d'être focus, je sais pas trop, ça toi qui me le diras mieux, mais au niveau vu des calendriers sportifs, hein, suivant le nombre d'échéances, la durée de la saison et tout ça, bah, au final tu vas te focus vraiment sur l'essentiel et tu vas être un peu dans la spécificité de l'activité en termes de planif. Donc tu vas vraiment aller chercher les overcoming, les concentriques purs, et donc tu génères moins de fatigue que si tu étais ouais, sur des modalités enfin, où il y a de l'excentrique dedans, des reps complètes et tout, euh, tu génères assez peu de fatigue et surtout à bas volume. ouais, Puis ouais, bon, c'est ça. j'imagine que tu fais pas 50 séances par semaine non plus. Non, 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 non. Donc, Bah là, après ça dépend des athlètes, mais souvent les cyclistes, en tout cas qui font de la compète, hein, ils ont des calendriers de zinzin, quoi. Ils courent tous les week-ends limite. Et mm. donc, si t'as ça, alors une séance, potentiellement, si jamais t'en fais deux, moi ce que je faisais, c'est que en gros le week-end ils avaient leur course. Le mardi, globalement, c'était plutôt orienté force, un peu charge lourde, mais volume qui était coupé. Et après, le jeudi, moi je coupais quand même pas mal de force et je faisais plus un truc orienté vitesse. Voilà, moi je trouvais que c'était un schéma qui fonctionnait bien parce que tu avais quand même ta stimulation de force en début de semaine. Donc tu savais que tous les gains de force, en gros, tu les avais. Et après, tu avais plutôt quelque chose de orienté vitesse. Et puis après, bah, ils y retournent le week-end d'après, quoi. Et puis bah, tu fais comme Deux tu peux. séances au final, Ouais, c'est très, très bas volume, c'est sûr. ouais, ouais, deux séances, mais ça suffit largement. Et puis même pour les triathlètes, moi, ils font une séance dans la semaine. Surtout qu'ils vont pas varier. Je veux dire, t'as pas 50 options. Enfin, tu vas pas faire un milliard de trucs différents, Non, quoi. non, non. Non, puis tu vas surtout pas changer les mouvements. Ceux qui bossent avec moi, ils le savent, mais c'est la monotonie totale avec moi. C'est que le problème, c'est que. C'est du En neurotype fait, 3. non, mais Non, le mais tu truc. vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, tu varies pas, quoi. Bah C'est non, tout le temps la mais en fait, monotone. le problème, c'est que, imaginons que, je sais pas, tu changes ton box squat, enfin tu fais un autre truc, tu sais que le lendemain tu vas être ruiné ou dans 48 heures après du coup bah il Tu vas faut casser le repeated bout effect. exactement. L'effet de répétition, tu vas le péter et tu vas varier. Donc derrière, tu vas avoir Donc les DOMS, ouais, les courbatures de fou. donc c'est pas facile, à la limite tu peux faire ça si tu sais que pendant 3 semaines t'es libre, tu vois, ou t'as pas d'échéance,
Mais sinon, c'est compliqué. Donc, Si t'as le temps de te caler un petit cycle, quoi. ouais, Le temps de ouais, t'habituer et de exactement. progresser sur Parce autre chose. parce que souvent, c'est ça, en fait. C'est plutôt du freestyle dans la planification. Mais sinon, t'as une ligne directrice et puis tu t'évites de trop sortir de ça, quoi. Et, puis voilà, quoi. On voulait parler, dernière partie, je pense, un petit peu de ce pod. Qualité T'avais énergétique, ouais. marqué les qualités énergétiques aussi. Vu que Ouais, toi, tu parles de prépa physique, mais t'entraînes de ouais, manière ouais. directe en cyclisme. Donc les qualités énergétiques aussi sont évidemment Oui, importantes. forcément, ouais. Ouais. Donc tu avais noté, il existe un modèle des interférences. Mais on s'en fout. Mais on s'en- Voilà, mais on s'en fout. Ouais, alors, ouais, moi, je suis pas fan. On avait fait un pod, hein, En fait, un podcast là-dessus. Mais... surtout pour l'athlète d'endurance. Tu me dirais, à la limite, un modèle énergétique pour celui qui est plus intéressé par le côté renfo, hypertrophie et tout. Pourquoi pas? Parce que quand tu vas intégrer de l'endurance, c'est pas optimal. On se le dise, oui, tu peux pour l'aspect santé et tout, mais ça veut dire que tu maximises pas quand même probablement l'hypertrophie. En tout cas, si t'en fais à outrance de l'endurance. Par contre, Parce qu'à un moment donné, c'est pour une l'athlète, allocation ouais, de ouais, ressources, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Parce que d'ailleurs, juste avant de parler de ça, mais j'ai vu qu'il y avait, je sais plus, quelqu'un qui avait commenté sur le podcast. Il faudra qu'on lui réponde, mais je repense à ça. Mais qui disait, ouais, admettons, tu fais un travail d'hypertrophie 3 fois par semaine et tout. Est-ce que c'est genre lundi, mercredi, vendredi? Est-ce que c'est ok de faire de l'endurance, enfin de la zone 2 ou quoi, genre le mardi, le jeudi? Bah oui. Ouais, voilà. Mais juste après, enfin, après, de base, je pense que le travail d'hypertrophie, en vrai, en 4 allez, 4 grand max 5 séances. T'as pas besoin de travailler tous les jours, des heures, hein. Ouais. 4-5 séances par semaine, déjà, tu max out la stimulation. Après, ouais, l'endurance, si t'as quand même de quoi faire à côté, quoi. En vrai, je Non, pense. mais ouais, déjà, si pour moi, dès qu'il y a qu'un entraînement dans la semaine, c'est une non-question interférence. Enfin, si tu alternes les jours, en vrai, si tu regardes un peu le même la théorie des interférences moléculaires, etc., en fait, tu te rends compte que ne serait-ce qu'en 6-10 heures, enfin, t'as déjà t'as déjà la signalisation, on va dire, moléculaire qui a déjà été faite. Donc c'est une non-question. En vrai, si tu fais de la force, le lendemain, tu fais de l'endurance, c'était très bien. Si la balance énergétique, elle est bien. Et puis, même si t'as full, admettons, même si t'étais dans l'interférence, je veux dire, à partir du moment où t'es sur un développement de qualité, où t'as de la marge de développement, ça Mm. va se développer quand même, quoi. Oui, T'sais, non, mais c'est sûr, ouais. Ce qui, d'ailleurs, l'endurance pourrait être positive. Là, je vais faire du sale cherry picking, mais mais il y a eu des papiers qui ont été faits sur. En gros, ils ont pris un quadriceps, enfin non, pour les mêmes personnes. Ils ont fait un quadriceps qui s'entraînait juste en entraînement résistance, l'autre quadriceps qui faisait aussi de l'endurance. Je crois que le travail était matché. Et aussi de l'endurance. En fait, ils ont vu que si tu faisais de l'endurance, alors c'était peut-être pas des sujets les plus entraînés du monde, en gros, tu avais des gains au niveau de l'angiogénèse, ça veut dire que l'ouverture des capillaires, et après, ils avaient fait les hypothèses que du coup, tu avais plus de distribution de ce qui va être de réparation, etc. Et ça avait amélioré l'hypertrophie, les sections transversales du muscle, etc. etc. Donc, potentiellement, tu pourrais avoir des gains, etc. Mais tout ça pour dire qu'à mon avis, la notion d'interférence, elle est pas si massive, quoi. puis Et c'est toi qui disais dans le podcast dédié, je crois que c'était l'épisode 4 ou 5, ça remonte hein, maintenant, l'année dernière, mais encore une fois, on te renvoie vers ce podcast si tu l'as pas vu, mais le podcast sur sur le modèle des interférences, tu disais si tu entraînes pas 2 fois par jour, c'est une non-question un peu. bah Où ouais, là, tu vas peut-être éventuellement essayer de faire gaffe au timing entre les deux modalités, ouais, ouais, ouais. laisser un certain temps et aussi essayer de matcher les modalités où tu disais par exemple des modalités neuromusculaires de grosse intensité. Donc évidemment, par exemple, tu es à la salle, tu fais de la force, l'hypertrophie proche de l'échec, tout ça. Tu vas essayer de le matcher avec du travail de qualité énergétique à haute intensité également, des intervalles, des choses comme ça. Moi, j'ai tendance, ouais. Et tout ce qui va être travail à plus basse intensité, le matcher avec... Ouais, moi, j'ai tendance à faire ça, ouais, pour la simple et bonne raison que, en fait, des fois, j'ai pas l'impression que le corps il fasse vraiment la différence tant que la tension mécanique, elle est hyper importante. Enfin, ouais. Du coup, je sais pas, moi je fais ça. Après, pour revenir sur la question des interférences, mais
Pour l'athlète d'endurance, pour le coup, c'est vraiment une non-question. Parce que généralement, euh, même s'ils font un peu de renforcement, ils peuvent prendre un petit peu d'hypertrophie, alors qu'ils ont déjà des volumes de fou. Ouais, mais vu Euh, que l'essentiel de leur activité, c'est mais, l'endurance, mais oui, oui. je veux dire, ils ont Mais, niveau zéro quasiment à côté en termes de qualité neuromusculaire. non, Enfin, mais oui, c'est ça. Non, non, en mais travail à la clairement. salle, tu vois. Donc il y a tellement une marge énorme de progression que ça va pas les Ouais. empêcher, quoi. Et même, à la limite, si ça, on va dire, si ça interférait, euh, pour eux, c'est tout bénef, limite. Parce que du coup, si tu limites le développement de l'hypertrophie, bah, tu gardes plus ou moins ton poids, et la question du rapport poids-puissance, elle se pose même plus. Donc déjà, ça, c'est bien. Et après, je pense qu'il faut différencier les mécanismes nerveux, neuromusculaires des mécanismes plutôt morphologiques sur le gain de force, même si évidemment les deux peuvent être liés. Mais l'athlète, principalement, ce qu'on souhaite quand on le met sous des barres, le cycliste, c'est le développement plutôt neuromusculaire, les gains de force, les gains de puissance, les gains d'explos. Bah là, Et du coup, enfin ça, tu vois, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu fais une séance, Hmm. et que du coup bah, tu t'exposes à des tensions mécaniques élevées, que tu t'exposes à la force, t'exposes à la force, hein. L'impression que je parle de Star Wars. Tu t'exposes à la production de puissance élevée et tout, en fait tu te développes, et même si après tu vas faire je sais pas 3 heures de vélo, en Mhm. fait ton travail tu l'auras déjà fait, la tension mécanique tu l'auras déjà développée, et donc t'es déjà en train de t'adapter à la stimulation. J'ai pas l'impression que c'est une stimulation qui est différée, en tout cas pas d'un point de vue neuromusculaire. J'ai l'impression que c'est, pour moi, le côté neuromusculaire, c'est une qualité que tu développes anti-exposant. Et l'hypertrophie, c'est différent parce que tu as, un temps de latence où tu vas venir vraiment créer. Bah, tu vas avoir l'apport des protéines, acides aminés, etc., etc. Mais pour le neuromusculaire, c'est vraiment quelque chose qui est assez aigu. En tout cas, Qui se fait rapidement, ouais, ouais, qui a en mon point termes de vue. d'adaptation. Du coup, derrière l'endurance, franchement, oui, tu peux en faire. En fait, c'est Puis une. après, en vrai, avec les modalités dont tu parles, on parlait en pratique, c'est vrai que tu fais de l'iso-overcoming, tu fais du concentrique seul. Bon, Ça va pas te massacrer. tu vas vraiment à l'essentiel sur le bas du corps et tu mets un peu de tirage sur le haut et tout, mais surtout avec des modalités qui au final sont avec des temps sous tension très courts, Mm. des grosses productions de force, mais je veux dire, tu vas pas aller faire. En plus, de base, tu es sur des alors ça veut pas dire que tu peux pas faire d'hypertrophie avec des modalités isométriques ou concentriques seules, hein, mais c'est pas l'idéal. Euh, Oui, oui, c'est sûr. Et puis bon, il y a Pour quand même une développer. certaine proximité de l'échec qui est important sur de l'hypertrophie. Puis au-delà de la proximité de l'échec, il faut aussi qu'il y ait un certain volume dans cette grosse tension mécanique. Donc bon, Ouais, non, mais c'est une non-question pour c'est moi. un peu une non-question. Mais pour en revenir peut-être au développement des qualités énergétiques en parallèle, bah déjà ça simplifie pas mal de trucs. Moi j'ai tendance à, en hors saison, c'est très basique, hein, mais j'ai un schéma qui est quand même assez similaire, juste je suis peut-être sur des volumes qui sont plus importants en fait. Juste pour avoir une capacité de charge. Et voilà, être certain qu'en pré-saison, quand tu commences à vraiment plus charger, bah, l'athlète il soit prêt, il soit bien familiarisé avec toutes les amplitudes, tous les mouvements, etc. Moi, ouais, je suis un peu moins spécifique, on va dire, sauf si vraiment l'athlète il a des besoins très particuliers. Et voilà, puis après, en termes de développement, en fait, l'avantage du vélo, c'est que, quand même, vu que tu as peu de contraintes mécaniques, etc., en fait, tu peux un peu tout matcher en termes de. Enfin, j'ai l'impression que tu peux vraiment tout matcher. Et pour moi, la force reste le socle commun de tout le reste, donc ça devrait être la base, en fait, peu importe ce que tu fais. Juste peut-être un bémol, mais en vélo, tu sais, ils ont tendance des fois à directement intégrer la force dans leur pratique du vélo. En fait, ils font de l'entraînement à cadence basse, Mm. l'entraînement au torque, en fait. Donc, Oui, tu ouais. vois, donc en gros, ils contraignent la Fréquence de cadence. pédalage base, Donc, mais gros couple. Mm. ouais, du coup, gros couple, et ils assimilent ça à un travail de force sur le vélo. En mode spécificité. Ouais, ce qui peut être vrai, hein. J'ai changé un peu mon point de vue là-dessus, mais ce qui peut être vrai, mais du coup, dans ce cas-là, il faudrait quand même gérer en tout cas le développement plutôt à la salle, ou en tout cas le gérer, ou en tout cas le prendre en compte. Alors moi, je peux pas donner des critères bien spécifiques par rapport à ça, mais prendre en compte que tu développes aussi des grosses tensions sur le vélo, etc. Et peut-être réajuster le volume à la salle, quoi. Donc, Là, pour le coup, c'est ça qui est assez bien et spécifique, c'est que dans ce sport, tu peux ouais, faire un travail de force spécifique. après, t'es quand même ultra éloigné, hein. Enfin, si tu prends une relation force-vitesse, même si t'es à 60 ou 50 de cadence, t'as quand même une certaine fréquence.
et t'es quand Ouais, même alors loin que de là, ta si tu force cherches ISO, hein. vraiment à, si tu cherches vraiment à travailler la force max, mais à cadence très faible et à gros couple, t'es quand même, enfin, t'es sur le pattern de pédalage, Ouais, mais t'es loin de la façon dont tu pédales dans l'activité. T'es jamais ouais. Après, à ouais. fréquence aussi faible. Oui, oui, non, c'est. Après, sur les gros cols ou sur les grosses, tu peux. Mais. Mais oui, oui, t'es un petit peu éloigné. Il y a un peu de papier qui montre que l'efficacité de pédalage peut être diminuée après. Enfin, ouais, il y a plein de trucs, mais en tout cas, il semblerait que le transfert se fasse quand même. On sait pas trop si le bénéfice d'un point de vue purement performance il est ultra important, mais d'un point de vue relation force-vitesse, ça peut être intéressant en tout cas d'essayer de transférer ces gains. Donc, Peut-être plus proche des échéances ou de la ouais, moi saison, je tu veux ferais en dire. tout cas hors saison, je ferais vraiment développement plutôt volume plutôt élevé, puis après un peu plus tard vraiment mettre le paquet sur la force max. Et en vélo, moi je ferais pas grand chose, enfin je ferais pas de travail au torque de manière spécifique. Et pourquoi pas quand tu commences à rediminuer le volume à l'approche de la pré-saison, continuer à faire de la force à la salle, mais à un volume qui est un peu plus réduit. Et là pourquoi pas intégrer un peu de torque sur le vélo. Et après, quand tu es dans ta saison, bah, tu microdoses et puis bah, t'enlèves ton torque parce que tu as trop de compètes pour te fatiguer. Et puis voilà Ouais, quoi. puis de toute façon, à partir du moment où tu as une ou grand max 2 séances dans la semaine de prépa physique, Non, mais oui, c'est sûr. tu te prends pas trop la tête avec ça, quoi. Hmm. Mais du coup, si on prend, pour terminer, après on arrêtera là-dessus, je pense, mais ça peut être intéressant d'en parler. Moi, je me pose la question, j'imagine que ça intéressera d'autres personnes aussi. Mais si tu prends le calendrier, tu me dis d'un cycliste de haut niveau qui, en pleine saison, court, admettons, tous les week-ends ou presque, ça veut dire qu'il y a une course le samedi ou le dimanche ou les deux, ou j'en sais rien. Mais du coup, tu disais le mardi, tu vas avoir une séance orientée force, jeudi, peut-être une autre séance orientée vitesse. Mais le travail énergétique, tu le mets à quel moment? Bah, déjà, Parce qu'en dehors, le souvent, ouais. reste de la semaine, j'imagine qu'il a ses sorties. Bah, ils s'entraînent tous les jours. Voilà, forcément, il s'entraîne tous les Ouais. jours. Alors moi, je Il suis a un pas de grand. jour de repos? Jamais? Un jour? Ça dépend des athlètes, mais généralement, ils s'entraînent tous les jours, quoi. Ah, ok, tous les jours. Mais ouais, 365 sur 300. Bon. ouais, non, bah non, parce que des fois, les seuls jours de repos, c'est quand ils vont sur les lieux de compétition et qu'ils ont une journée de transport. Waouh, super. C'est génial. Alors moi, je suis un grand fan de matcher les stimulations. Donc si par exemple le mardi il fait de la force, bah peut-être qu'il aura un rappel d'intensité. Alors après, ça dépend aussi ce qu'il y a le week-end, hein. Des fois, ça peut ne pas être du tout de rappel et juste la séance de force. Et après, le jeudi, souvent, ils font un rappel d'intensité. Et là, je match encore une fois la stimulation avec le rappel de force. Moi, s'il y a vraiment un truc à retenir à chaque fois, c'est que j'essaie de matcher les deux. J'essaie de matcher l'intensité du vélo avec l'intensité du renforcement. Comme ça, le reste des jours, il peut vraiment gérer l'intensité et se dire bah là, je suis basse intensité. Et j'ai pas une séance de force que je vais devoir assimiler encore plus. Parce que sinon, si on y pense, on va faire 2 séances de la semaine et à la limite une intensité. Ça veut dire qu'avant les courses de week-end, tu as 3 intensités. C'est extrême. Du coup, Ouais, bah, c'est vaut mieux. important. Surtout qu'ils sont tous les jours sur le vélo, du coup. Parce Ouais, ouais, que tu dis, évidemment, faut se quasiment. représenter le truc, mais si le mardi, le jeudi, ils ont prépa physique, à côté, ils font le vélo la même journée et ils pédalent des heures, quoi. Donc, Bah ouais, pour certains, ouais. Du coup, bah, ça demande vraiment, vraiment de baisser le volume en entraînement, même de muscu, hein, de renforcement. Et puis voilà, quoi. ok. C'est à peu près le. Je sais pas. Bah, je pense que ça aura éclairé un petit peu ceux qui nous écoutent. Moi, en tout cas, j'aurais appris des choses aussi, du spécialiste cycliste. Bon, je suis pas Et un au final, c'est spécialiste. des choses qui sont assez transversales et que c'est simplement appliqué à l'analyse de l'activité et encore une fois rapporté au calendrier, aux contraintes en fait Hmm. du calendrier. Donc non, ça fait sens. Donc finalement, on est parti un petit peu de l'analyse de l'activité avec les aspects bioméca. Nous as parlé beaucoup de choses hein, avec le couple, Ouais, la fréquence de pédalage, les relation puissances, force-vitesse. les tests, les monitoring. On avait même parlé un petit peu de velocity-based training. On a parlé de plio.
avec l'intérêt du travail sur le stretch shortening cycle. Juste dernière question par rapport à ça. Mais vu que là, il y a du stretch shortening cycle en plio, mais d'un point de vue pratique, si t'en mets, j'imagine que t'es orienté plutôt deep tier ou chose comme ça. Ou est-ce que tu fais du light tier? Enfin, pour ceux à qui ça parle pas, on peut peut-être voir le podcast sur la plio. Il me semble qu'on avait dû en parler. Les différentes catégories d'exercices, entre guillemets, de plio. Étage superficiel ou léger qu'on appelle light tier, ou l'étage profond, deep tier, l'étage moyen, medium tier et le ping tier qui est l'étage explosif. Donc c'est 4 grandes catégories d'exercices où dedans on va mettre par rapport à ces catégories-là. Donc deep tier, ça correspondrait à des exos avec grosse angulation de flexion de genoux, hanches, mais pliométrique quand même. Je sais pas, on n'a pas trop parlé des aspects pratiques de la plio en vélo. Je ferais pas trop de deep tier pour le coup. Ok. Parce que, en fait, je trouve que pour le genou, en tout cas, enfin pour l'articulation du genou, le transfert se ferait probablement mieux sur du développement classique de force ou alors de l'overcoming. Parce que t'as quand même des temps, en fait, de... Oui, c'est rapide de faire un sprint parce que t'appuies sur la pédale et puis les fréquences s'augmentent assez rapidement. Mais je pense que ça reste quand même plus dépendant de la force max que sur quelque chose de plus plio. Par contre, moi, la plio, je l'utilise assez intensif pour le coup, pour tout ce qui va être cheville, solaire, etc. Parce que là, pour le coup, en fait, je recherche pas trop le cycle étirement-raccourcissement, mais je recherche plutôt de développer le solaire. Les grosses magnitudes de force sur ces muscles-là. Ouais, et puis rapide surtout. Ouais, rapide. Parce que tu disais que ça avait une énorme implication. Ouais, du coup, je trouve que en plus, le solaire, t'as toujours des plus hautes contraintes sur la plio que tu pourrais avoir sur n'importe quel exercice guidé. Voilà. Donc, je me dis, ok, si la plio, ça peut être un bon intermédiaire pour développer l'explosivité du solaire qui va participer au sprint, bah, du coup, moi, j'utilise ça. Coordonnées couplées au quadriceps et tout. Hein, ouais, c'est ça. Ok, donc plus du medium tier, ping tier. Ouais, c'est ça. Okay. Si je peux, en tout cas, si l'athlète tolère. Et puis voilà. Puis, de toute façon, j'imagine que tu introduis l'athlète à ces choses-là. Bah oui, en hors saison, sur de l'extensif. Progressivement, et puis avec le temps, les mois, les années, etc., tu sais éduquer là-dessus et puis tu l'intègres, quoi. Ok, bah c'est vrai qu'en faisant la petite récapitulatif, j'avais cette question-là. Je pense que c'est plutôt clair. Donc ouais, t'intègres du travail de plio qui peut être intéressant, du travail évidemment de force. T'avais dit que toi, selon toi, ça peut être intéressant plutôt sur la hors-saison, j'imagine, mais d'aller chercher éventuellement un petit peu de qualité hypertrophique, même sans chercher à devenir débutant. Vu le volume qu'ils font. Voilà, et puis avec le faible volume qu'ils font sur la prépa physique, puis ça te laisse pas l'occasion non plus de développer des cuisses énormes. Essentiellement travail de force au final, force à vitesse élevée, basse, beaucoup de clusters, de méthodes ISO overcoming, de concentrique seul, aussi un peu de rep, ce sont des choses assez concrètes. Et puis fréquence assez basse au final, 1-2 séances dans la semaine, après ça dépend du niveau de l'athlète et tout à côté. Et ouais, des choses assez simples. Et puis après, sur le développement énergétique, tu disais que tu essayais de matcher un petit peu les sollicitations sur des rappels d'intensité et tout ça en fonction du calendrier. Ouais, simple, efficace. Ouais. Simple, efficace. Après, la planif adapte les choses, mais je pense que c'est assez éclairant sur le cyclisme. Ça donne une bonne approche de la prépa physique dans ce sport-là. Donc j'espère que, en tout cas, ça t'aura plu. N'hésite pas à poser des petites questions aussi, hein, si jamais, parce que moi c'est pareil, hein, quand je discute avec Rémi, j'ai des mettre le sport qui vous intéresse. Des trucs qui me viennent. Et puis ouais, parce que là, sur cette série, là maintenant, on a fait le cyclisme, on a fait le demi-fond, le streetlifting. N'hésite pas à nous dire en commentaire, si tu nous as écouté jusque-là, quel sport tu veux voir après, parce que on tient compte, hein. Je sais que le streetlifting, on l'avait choisi puisqu'on nous avait demandé faites le streetlifting. Donc là, le cyclisme, c'était à faire aussi. Mais prochain sport, dis-nous en commentaire ce que tu veux voir. Voilà, pose-nous tes questions si t'en as. Hein. C'est toujours bien d'y répondre. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode du podcast. Salut.